money a long way, but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was left. Il est 6h30, mesdames, messieurs, bonjour et bon réveil en notre compagnie. C'est toujours un plaisir de vous servir du Quinquiliba, le parfait cocktail entre bonne information et bonne humeur. Alors comme tous les vendredis, Abdul Aziz Ban nous accompagne avec sa chronique sport, sans oublier bien évidemment mon binôme Alioune Badara Kane qui interrogera nos invités du jour. Nous en avons plutôt 3 ce matin et comme vous le savez, Quinquiliba, c'est les capsules quotidiennes, le bulletin météo, le bulletin d'information, sans oublier bien évidemment la gymnastique avec notre coach Tandara. Généralement, les vendredis, il propose des challenges. Tenez-vous prêts parce qu'après la météo, vous allez devoir reproduire ces exercices. En attendant que nous réserve Dame Nature, je vous propose de suivre tout de suite la météo. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, pour le bulletin météo de la NACIM. Des pluies sont en vue au courant de cette nuit. Alors, à demain matin, donc, de la pluie qui pourra être notée sur la zone de Kédougou, avec une forte chaleur qui intéressera donc le pays au courant de ce vendredi. L'animation satellite permet de voir un ciel qui sera passagèrement nuageux, donc alternance entre ciel clair et bande de nuages sur le pays, avec à la tombée de la nuit des nuages denses qui vont occulter le ciel au niveau de la partie sud-est du pays et des vents qui vont souffler depuis l'océan sur les régions proches de la côte. Avec les prévisions, donc, on peut voir carrément des températures assez caniculaires attendues sur les localités intérieures, des températures d'au moins 40 degrés entre Louga et Kaolack ou Sédhiou, 44 degrés attendus à Fatick. Et dans la partie nord-est du pays, c'est des températures d'au moins 45 degrés qui seront notées, avec 45 degrés à Bakel et à Podor, mais également Linguère et Matam qui enregistreront chacun 46 degrés, les températures les plus élevées attendues. Sur le long du littoral, la chaleur sera beaucoup moins soutenue, avec Dakar qui notera donc 27 degrés comme étant la température maximale du jour, 33 à Thiès, 35 à Bourg et 31 dans la zone de Saint-Louis, avec au courant de la nuit, des pluies qui pourront être notées sur Kédougou et Kolda, pluies qui seront accompagnées d'orages sur la région de Kédougou et pouvant éventuellement atteindre la zone de Kolda au courant de la même période. Donc, chers téléspectateurs, la NACIM a conjointement élaboré la carte d'impact que voici en collaboration avec le ministère de la Santé et le CSE, donc alertant d'une vague de chaleur qui pourra être notée au courant de la période allant du 22 au 28 et qui pourra donc créer une situation d'inconfort dans les départements de Koungheul et Koumpentoum. Mais la situation reste quand même assez dangereuse dans les départements de Linguère, Podor et la région de Matam, où les personnes les plus vulnérables peuvent être atteintes. Donc, du coup, vigilance est de mise par rapport à cette alerte et les précautions à prendre devront être mises à disposition afin de pouvoir subsister et éviter donc tout impact émanant de cette vague de chaleur. Chers téléspectateurs, en rappel, les pluies seront notées au courant de cette nuit allant à demain matin, donc sur les régions de Kédougou et Kolda, et une chaleur qui va être assez soutenue, voire suffocante sur le pays, particulièrement dans le nord-est où les plus fortes valeurs de température seront enregistrées. Chers téléspectateurs, voilà qui met fin à votre bulletin météo. Nous vous invitons donc à suivre l'information météorologique en provenance de la NACIM à travers les réseaux que voici. Et vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Et d'ici là, passez un excellent week-end. C'était le bulletin météo proposé par nos partenaires de la NACIM. Comme vous avez pu le constater, une chaleur prédominera sur la quasi-totalité du territoire sénégalais. Je vais inviter à présent l'équipe qui va m'accompagner ce matin, Alioune Badara Kane, nos invités du jour, sans oublier Abdul Aziz Ban. J'aime bien l'appeler à Bal. Vous allez comprendre plutôt pourquoi dans une poignée de minutes. Alioune Badara Kane, tu installes nos invités du jour. J'espère que tu vas bien, Alioune. Ah mais ça va. Bien réveillé. Voilà, ça va bien. Tu m'as l'air aujourd'hui un peu rayonnant. Je ne sais pas pourquoi. Merci vendredi. Le prêt, il est entré. Oui. Il a été mis en place. On en profite pour 2 jours de poulet et autres. Très bien. Avant d'avoir maintenant des migraines, parce qu'au moment du premier paiement,
Voilà. Les meilleurs reviendront. D'ici un mois et demi, je pense qu'on va retrouver un tout autre Alioune Badara Kane. Alors, on est en direct sur la Une, mais également sur les différentes plateformes digitales. La page Facebook Kinkeliba, j'y arrive, et aussi sur YouTube. Vous pouvez commenter ce magazine, envoyer des messages pour justement commenter, pourquoi pas, la rubrique sport de Abdul Aziz Ban, ou poser des questions à nos invités du jour. Alors, je vous le disais tout à l'heure, en introduction, vous pouvez faire du sport avec notre coach Tandara. Est-ce que vous vous êtes fait un peu de place pour reproduire cet exercice? Les vendredis, c'est les challenges. Tout de suite, la gymnastique. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, notre dernière capsule de la semaine. Alors, je rappelle que nous sommes cette semaine à Rufisque. Rufisque à Dynamic Sport. Alors, Dynamic Sport, avec les coachs rufisquois, en tête le coach Do. Vous avez le coach Bokar, le coach Cham et le coach Cher. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de votre fidélité. Alors, je le disais tout au début de cette semaine, évidemment, hormis peut-être la Pentecôte, nous avons travaillé le mardi, le mercredi, le jeudi, aujourd'hui le vendredi. Mesdames et messieurs, ici à Rufisque, je disais que nous étions sortis des sentiers battus et cela fait du bien de décentraliser un tout petit peu. Encore une fois, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Alors, avec le rendez-vous avec le challenge, c'est quoi? Eh bien, c'est des bourpilles, mais c'est également des pentes avant ou des pentes arrière, mais croyez-moi, ça va aller très vite avec le coach Do. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voilà en ce matin du vendredi pour présenter notre dernière capsule de la semaine. Alors pour aujourd'hui, comme vous le savez souvent, on va présenter le challenge du vendredi. Mais maintenant, ce challenge sera pour ceux qui ont un niveau d'entraînement un peu plus élevé, autrement dit un niveau d'entraînement confirmé, parce que ça sera un peu difficile. C'est un défi en fait, un défi physique qu'on va s'imposer et que vous allez voir durant l'exécution des mouvements. On va transpirer et on va suer comme pas possible. Maintenant, ce challenge sera composé de burpees, mais aussi de fentes dynamiques. Il n'y aura pas d'option facile. Vous allez voir tout de suite avec les démonstrations et avec l'équipe qui est présente ici ce matin. Et merci, suivez-nous bien. Alors, c'est parti pour le challenge du vendredi, mesdames et messieurs. Alors, regardez le dispositif en quinconce avec les plateformes. Alors ici, c'est vrai qu'il y a du burpee, mais il y a également une petite sorte de climber, mais le mountain climber qui n'apparaît pas bien. Alors la prédominance, c'est surtout ce travail en slalom, comme si, évidemment, alors regardez ici, avec ces fentes, la pente avant, la pente arrière, avec le quator, je rappelle le coach Do que vous voyez là, en gros plan. Il y a également le coach Cham à côté de lui et les autres coachs Seydou, mais également le coach Cher. Allez, ça repart. Alors, je vous le disais, le challenge du lundi, c'est du tac au tac. Alors, vous voyez, c'est déjà terminé. Et donc, nous en sommes maintenant à l'heure des étirements, le remplacement de la chaîne musculaire, les articulations. Alors, bravo, le quator avec le coach Do. Je rappelle, ce sont des coachs rufisquois, puisque aujourd'hui, nous leur avons rendu visite. Alors, le coach Do, je rappelle, le coach Cham, évidemment, tout à fait derrière, avec le coach Seydou et le coach Cher. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez bien suivi, comme on a l'habitude de dire. Ça s'est passé comme sur des roulettes. Et voilà, on souhaite à tous une excellente fin de semaine et un bon week-end. Merci et portez-vous bien. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.
Voilà, terminé, c'est terminé encore une fois. Eh bien, le quatuor de coach, je peux parler de Bokar, de Thiam, mais aussi le coach Cher. Alors, évidemment, le coach Bou. Alors, au coach Bou, je dis encore une fois, très bon VSD. Mais aujourd'hui, eh bien, nous sommes avec le coach Do, à ne pas confondre. Alors, le coach Do, merci à lui et qui a dirigé la séance et évidemment toutes les séances d'ailleurs depuis le début jusqu'à maintenant. Mais encore une fois, j'espère que vous avez bien aimé, mesdames et messieurs. Alors le rendez-vous, si Dieu le veut bien, Inch'Allah, lundi. Allez, bon week-end. Kenaou également, El Hadji coach Tandara, merci également au coach Do, coach Seydou, coach Thiam et également au coach Cher. Surtout merci à vous coach pour votre générosité justement durant ces capsules. J'espère que vous avez pu faire ces exercices. Il l'a dit, Aline Badarakan, bonjour. Bonjour. Il l'a dit, c'est vraiment des exercices pour le haut niveau. Tu n'as pas pu les reproduire, je comprends. Mais je pense que notre invité du jour aurait bien pu reproduire ces exercices-là. C'est normal. Qui sont nos invités de ce matin? Tout à fait normal. Surtout Madame Gomis, Émilie Gomis, sportive de très haut niveau. La preuve, elle a été vice-championne olympique, donc médaille d'argent au JO, lors donc des fameux JO de Londres 2012 avec l'équipe nationale de France de basketball féminin. Et elle est là au Sénégal pour partager son expérience, son savoir-faire avec ses jeunes sœurs du Sénégal, d'Afrique, on va le dire, parce qu'elle a tellement d'ambition donc pour la terre de ses ancêtres, pour le Sénégal, d'où ce retour aux sources. Et donc, durant ce séjour, elle a certainement rencontré beaucoup de dirigeants, en tout cas ceux-là du mouvement associatif, mais aussi ceux qui vont accompagner la délégation sénégalaise au JO de Paris. C'est vrai, c'est en juillet, non? Elle connaît bien les lieux et donc elle voudrait bien être leur accompagnatrice pour que le séjour de cette délégation sénégalaise puisse se passer dans les conditions, en tout cas idoines, qui nous permettraient de glaner enfin, pourquoi pas, une deuxième médaille olympique après celle de Amadou Diaba en 88 ans, qui commence véritablement à dater. Bon, entre-temps, si elle avait intégré l'équipe nationale du Sénégal de basketball, peut-être qu'on aurait pu davantage garder notre armoire à trophées. Et qui sait, peut-être, on ne sait pas, avoir une médaille olympique dans une discipline collective. Mais en tout cas, vraiment, bravo à elle, d'où notre volonté donc, de l'accompagner et de l'inviter sur ce plateau pour qu'elle puisse véritablement partager son expérience, revenir sur ce passé glorieux et également sur ses nombreux projets pour le Sénégal. Et à sa suite, un autre monsieur très engagé, un panafricaniste convaincu, qui est là pour nous parler de cette figure africaine, mondiale, qu'est Mamadou Dia, qu'on appelle affectueusement le Grand Maodo. Il est donc le président de la fondation Mamadou Dia, docteur Papa Sen, un honneur qui échoue quand même à un sérieux, mais bon, on va essayer de l'accepter. Pour une fois, on leur déroule le tapis rouge. Et le docteur Papsen sera là donc, pour nous parler de cette figure ô combien importante, historique qu'est Mamadou Dia, ce qu'on devrait faire en termes de travail scientifique pour que toutes les générations africaines, toutes générations confondues, puissent connaître, comprendre en tout cas les enjeux liés à la perpétuation de l'œuvre de Mamadou Dia à travers donc cette fondation. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui est en train de se passer au Sénégal, vous pensez que c'est son programme, sa vision est en train d'être traduite en actes? Parce qu'on a parlé dernièrement, par exemple, des fameuses coopératives. Ça, c'est l'œuvre de Mamadou Dia au tout début de l'indépendance du Sénégal. Il avait donc COPE, qu'on appelle COPE donc, dans le monde rural. Est-ce qu'on ne devrait pas, qui existe toujours, il y a certaines qui existent, est-ce qu'on ne devrait pas aujourd'hui ressusciter ce projet-là politique, donc économique de Mamadou Dia pour un décollage effectif du Sénégal sur le plan économique et même pourquoi pas social, parce que l'économie, forcément, si elle marche, donc la société est extrêmement dans de bonnes conditions d'épanouissement. Donc c'est ça la vision du Grand Maodo. On reviendra sur tout cela donc avec le docteur Papa Sen. Et enfin, dans la deuxième partie de l'émission, notre troisième invité, une autre grande dame, qui va nous parler de cette production, Khadijatou Guissé Tchandoum, Bakary le taximan. Donc c'est une série qui passera sur les ondes de la RTS. Et Bakary le taximan, véritablement, joint l'utile à l'agréable parce qu'il s'agit aussi de faire la promotion du code de la route. Je pense qu'un sujet d'actualité quand on connaît un peu la recrudescence des accidents de la route dans notre pays. Donc voilà le menu costaud de ce vendredi, dernier numéro de Kenkeliba.
Un taximan Oui. hors du commun. Hors du commun. Hors du Bakary. commun. Voilà. Et d'ailleurs, on peut apercevoir dans cette série un confrère de la 2, Malcolm, Oui, Malcolm, qui il est est... dans la série Taximan. Malcolm, Bakary. voir Malcolm dans cette série-là, c'est un honneur hein, de voir un agent de la RTS, mais également de la RTS2 figurer dans cette série-là. C'est vraiment... Malcolm, c'est le top niveau. C'est le top niveau, c'est vrai. Alors bonjour Émilie, comment allez-vous? Ça va très bien. Bien Merci réveillée pour ce l'accueil. matin, matinale, dès 6h30, au taquet. Un peu compliqué, je à l'habitude, mais ça fait du bien de reprendre le rythme comme à l'époque quand j'étais joueuse. Donc voilà, et je pense que se lever le matin, on a un peu plus les idées claires. Et, voilà, donc, On va parler de basketball dans la première partie, notamment aussi dans la chronique d'Abdelaziz Ban. Alors avant de démarrer et voir un peu ce que tu nous concoctes ce matin, peut-être dire bonjour au Serrer qui fait face à un Halpolar ce matin. C'est un peu difficile de se réveiller face à un Cannes dès le matin. Oh, non, pas du tout. Je pense que c'est le... Vous lui concédez cela? Je lui concède. Ah non, Voilà. moi qui voulais jouer des le pics temps de ce l'émission. matin. Je lui concède. Enfin, de l'émission. enfin, un bon sérieux qui sera en l'évidence. Parce qu'on parle de Mamadou Dia, c'est ça? Oh, pas forcément, mais je pense qu'en fait, ils sont rois. Je l'accepte. J'accepterai Merci pas. beaucoup. Moi, en tout cas, sur ce plateau, j'accepterai pas. Alors, Abdelaziz Ban, ce matin, le menu de ta chronique. On va parler de football féminin avec D'accord. le tournoi IFOA, avec le Sénégal qui est déjà qualifié au second tour et qui joue son troisième match cet après-midi à 17h au stade de la Dior de Thiès. Parler également de la publication de la liste de Aliou Cissé qui va se dérouler à partir de 10h pour les rencontres du 6 et du 9 mai prochain, donc avec l'équipe nationale du Sénégal. On va parler également des résultats de la Coupe du Sénégal, les huitièmes de finale, avec la Gendarme de Dakar qui est qualifiée en quart de finale. Donc c'est historique pour la Gendarme de Dakar et on espère avoir un GIA Diaraf pour les huitièmes de finale, pour les quarts de finale, les demi-finales ou bien même pour la finale. Parler de canoë-kayak avec Edmond Sanka qui est de retour au pays après avoir assuré sa qualification pour les Jeux paralympiques de Paris et parler de la Basket African League qui démarre ce soir. La balle. Oui, la balle. La balle. Qui démarre ce soir. D'accord. C'est à Kigali actuellement. Les playoffs, oui, à Kigali. Très bien. Et d'ailleurs, on reste avec toi. Juste après le jingle, on découvre le menu de ta chronique. Et on démarre avec le football féminin avec toi, Abdelaziz Ban, le tournoi UFAO, le Sénégal qualifié au second tour. Le Sénégal donc a assuré sa qualification après sa victoire sur la Guinée-Bissau sur le score d'1-0. Nous allons retourner au stade La Dior de Thiès, suivre ce résumé signé Fatoumata Savadé. Deuxième sortie, deuxième victoire. Après les Gambiennes, ce sont les Bissau-Guinéennes qui passent à la trappe. Les Lioncelles se sont imposées sur la plus petite des marques, 1-0 qui leur ouvre les portes de la qualification au second tour de leur tournoi. L'unique but de la rencontre a été marqué par Rokayatou Kandé à la 15e minute. À Thiès, les supporters ont répondu présents pour galvaniser les Sénégalaises. Un match qu'elles ont certes dominé, mais en fin de partie, avec un sursaut d'orgueil de l'adversaire, les Bissau-Guinéennes ont réussi à imposer une bataille athlétique au milieu du terrain. Les Sénégalaises ont eu du mal à les contenir à un moment donné de la rencontre, mais les filles d'Ambayang Thiam ont tenu bon et ont remporté la partie. Heureusement pour nous, on a su concrétiser une occasion et on est parti au vestiaire avec un but d'avance. Et en deuxième période, on est revenu, on a campé le jeu dans l'équipe bissau-guinéenne encore. Maintenant, il n'y avait pas de réussite et malheureusement aussi pour nous, on aurait pu scorer, marquer beaucoup de buts. Mais aussi, il y avait une équipe guinéenne présente et qui nous a aussi posé pas mal de problèmes. Toutes les équipes sont en train d'évoluer et c'est ça le charme de la compétition. Et nous allons nous préparer davantage pour garder ce statut de favori et Inch'Allah aller jusqu'au bout. Le Sénégal a mieux joué et nous avons essayé de revenir, mais on n'a pas su concrétiser nos occasions.
Maintenant, on va sortir le grand jeu pour battre la Gambie et rester dans le tournoi. Ce vendredi, les Lioncelles feront face aux Aigles cadettes du Mali pour leur 3e match de groupe. L'objectif pour le Sénégal, conserver son titre pour cette 2e édition du tournoi du FOAA. Reportage de Fatou Savani à qui nous souhaitons une agréable journée. Alors peut-être vous faire intervenir sur justement le football féminin qui commence à prendre vraiment beaucoup plus d'ampleur en Afrique. Votre impression par rapport justement à cette équipe nationale du Sénégal, des UFOA U20. Le sport féminin. Dans le domaine des sports collectifs plutôt. Non, mais je suis super contente puisque c'est la Guinée-Bissau et le Sénégal, donc mes 2 pays. Donc ravie de découvrir ces 2 équipes. Et oui, effectivement, le sport féminin, surtout dans le football, on le voit en France. Hein, nous, ça a commencé à émerger il n'y a pas très longtemps. Et on a des clubs qui sont très mis en avant grâce aux équipes masculines. On voit le PSG, Lyon. Et s'il n'y avait pas ces clubs-là pour investir et encourager les filles à jouer, ce serait compliqué parce que la plupart, elles ont un travail à côté. Donc c'est difficile pour elles de pouvoir mener les 2 combats. Et en fait, le talent est là. Le talent est là, tout le monde le dit. Les spectateurs sont là, les téléspectateurs sont là quand c'est diffusé. Donc souvent, on est là en train de dire oui, voilà, personne n'est intéressé par le foot. Pas du tout, puisqu'on le voit lors des grandes compétitions, des Jeux Olympiques. Tout le monde regarde les Jeux Olympiques. Je veux dire, on est tous intéressés par les diverses disciplines et on regarde ça en famille. Et quand c'est diffusé, on s'y intéresse. Et puis aussi, il faut donner envie aux gens de découvrir le sport. Et à travers ça, il y a des histoires aussi. Une femme, c'est plein d'histoires. Certaines sont mamans. Il y en a qui font des études un peu plus supérieures. Donc voilà, il n'y a pas que le sport en lui-même. C'est aussi de montrer qu'on est sportif, mais pas que. On a aussi d'autres activités à côté. Je pense que c'est ça aussi qui peut donner envie à certaines jeunes filles de jouer, à rassurer aussi les parents en se disant elle ne joue pas qu'au ballon. Elle peut aussi mener des études et elle peut aussi être mère pendant sa carrière. Voilà. Donc, Très bien, belle intervention. Le Sénégal donc a 2 victoires dans cette compétition et va disputer son 3e match cet après-midi à partir de 17h. Le Sénégal est en tête avec 6 points, la Guinée-Bissau 2e avec 3 points, le Mali est 3e avec 2 points et la Gambie termine 4e avec 1 point. Rendez-vous donc ce soir à 17h au stade Lat Dior de Thiès pour Sénégal-Mali et bonne chance à nos Lions. Très bien, parlons football masculin à présent. Éliminatoire mondial, le sélectionneur Aliou Cissé face à la presse ce vendredi. Le coach Aliou Cissé va publier la liste des joueurs retenus pour les 2 matchs du Sénégal contre la RDC le 6 juin et la Mauritanie le 9 juin. Match comptant pour les éliminatoires du mondial 2026. La publication de la liste donc est prévue à partir de 10h. Très bien, et on continue avec des résultats des huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal, c'est ça? Oui, avec les matchs joués mercredi et jeudi. Donc on démarre par les résultats des matchs joués jeudi. Mbour Petite Côte qui domine AS Kaffrine, 4 buts à 3, 0 but partout à la fin des 90 minutes. Féru de foot qui domine l'AS Douane, un centre de formation, Académie et Féru de foot qui a éliminé donc l'AS Douane sur le score de 2 buts à 0. Dial Diop qui domine Walidan, 2 buts à 1. Kermadior éliminé par la Gendarmerie de Dakar, 4 tirs au but à 2, 1 but partout à la fin des 90 minutes. Le Casa Sport qui bat l'AS Pikine 1 à 0. Diamono de Fatick qui élimine HLM, 2 buts à 1. Teungueth Football Club qui bat Seneps de Thiès 3 à 0. Et le Jaraaf qui élimine Dakar Sacré-Cœur sur le score d'1 but à 0. Aline Badarakan, tes impressions face aux résultats de un tableau homogène qui se dégage pour les quarts de finale. Je vois qu'il y a en tout cas toutes les catégories pratiquement de notre football sont représentées. Le national. J'ai pas vu Linger, hein, non? Oh, mais c'est vrai, on ne peut pas tout le temps être dans le carré d'as, même si la Ligue est une équipe de coupe. Hein? On sait que la Ligue de Saint-Louis est une équipe de coupe. Tu sais, on est vendredi, je ne veux pas le laisser aller en week-end tranquille. Il fallait qu'elle
rappelle notre élimination. Mais on ne peut pas tout le temps être dans le carré d'as, quoi. Hein. Et puis, c'est une équipe quand même qui a toujours su imposer le respect et qui a toujours su damer le pion aux équipes de Dakar à l'époque. Hein. Donc, la Linguère, c'est pratiquement plus de 7 finales de Coupe du Sénégal, dont 4 gagnés, hein, face à des équipes quand même qui étaient supposées être favorites face à la Linguère. Parce que quand on remportait la finale face au Grand Giraffe dans les années 70, ça, les archives sont là. La Linguère était l'outsider et le score est toujours mémorable et ça fait toujours mal au Giraffe-man quand on le rappelle cela. Hein, un 3-0 très sèche de la Linguère de Saint-Louis. Bon, maintenant, en fait, c'est vous qui avez ressorti ce débat. Mais pour la présente Coupe du Sénégal, je vois que quand même il y aura des affiches vraiment alléchantes. Tout à fait. Parce que tous les niveaux, en tout cas, du football sont représentés. Je vois des équipes du national, de national plutôt. Je vois des équipes de Ligue 2, des équipes de Ligue 1. Et donc, voilà, ça va occasionner des duels épiques, d'autant plus que nous sommes en Coupe. Et quand on est en Coupe du Sénégal, il y a beaucoup de surprises. C'est l'équivalent également de la Coupe de France. Hein. On peut voir quelqu'un qui vient du niveau amateur et qui dame le pion à une équipe supposée beaucoup plus favorite. Donc, je pense que vraiment, c'est un vrai nivellement qui se dégage et que toutes les équipes ont leur chance. Et c'est bien de voir la grande Jeanne d'Arc de Dakar à ce niveau de la compétition. Parce que c'est quand même l'une des légendes de notre football. Et revoir la GIA en quart de finale de la Coupe du Sénégal, rien que pour cela, véritablement, ça nécessiterait, ça mériterait le déplacement. Et moi, je miserais bien sur la GIA. Je verrais une rencontre, une finale GIA-Casa Sport. Ce serait magnifique. Pour le football, voilà, pour sa beauté. Affaire à suivre avec Abdou Aziz Ben. Alors, Dr Sen, est-ce que vous suivez un peu la Ligue 1 sénégalaise? Ligue 1 sénégalaise. Oui, madame, mais écoutez, non seulement c'est un plaisir de savoir que la Jeanne d'Arc est qualifiée en quart de finale, parce que je suis un fervent supporter. Juste tard dans la nuit, on a suivi de la GIA. De la GIA, parce que moi j'ai pratiqué effectivement le football jusqu'en D3. D'accord. Donc j'ai joué effectivement en National 3. Dans quel club? Racing Club de Joinville. Et comme valeur effectivement référentielle, j'ai joué avec Lamine Ngom. Je suis le capitaine de l'Union sportive coréenne. Mais en fin de carrière. Hein. Donc j'ai joué aussi avec Moreha, de la Jeanne d'Arc de Dakar. J'ai failli être effectivement un jeu professionnel à Cusoloin, à Amiens. Mais pour des raisons effectivement de parcours universitaire, je n'ai pas voulu aller plus loin à cause de quelques pressions que j'ai reçues. Donc j'adore le football. Des regrets en vue justement de nos joueurs actuels, les salaires vraiment... Vous savez, madame, je reviens effectivement à la dernière Coupe d'Afrique. Je pense que le Sénégal aurait pu gagner cette Coupe d'Afrique. Tout à fait. Ça, je vous le dis. Je vous le dis en toute sincérité parce que je crois qu'à 10 minutes de la fin, lorsqu'on mène au score, on fait rentrer des joueurs d'expérience pour bétonner. Ah oui. Vraiment. Faire rentrer Kouyaté, faire rentrer effectivement Gana Gueye qui casse le match. On aurait dû gagner cette Coupe d'Afrique. C'est dommage. Probablement, peut-être, effectivement, en 2025, on va la gagner, j'en sais rien, moi. Mais on aurait dû gagner la Coupe d'Afrique. Voilà. Et c'est dommage pour nous. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Et là, j'insiste et je dis que notre ami Ndofène Fall a commis entre parenthèses une petite faute parce qu'il aurait pu envoyer un SMS à son ami Aliou Cissé pour lui dire à lui, vous êtes formidable, bétonné. À 10 minutes, on ne perd pas un match. À 10 minutes, on ne perd pas un match. C'est ça. Aline? Parce que c'est une relance économique pour le Sénégal. Ça aurait pu être effectivement un épanouissement social terrible. Effectivement. Et la génération que nous avons, je pense qu'on peut effectivement, successivement, durant 3 Coupes d'Afrique, gagner la Coupe d'Afrique. Si l'accompagnement est nécessaire, et que les gens écoutent et qu'il y ait effectivement des versions sur les supports. Exactement, c'est pour ça. Que les gens écoutent. Je pense qu'il a tout dit. Il a tout dit. Inutile que je revienne sur cet épisode douloureux du football sénégalais. Rien à ajouter. Le fameux 5-2-3. qui nous donne des migraines toujours. Il a tenu justement ce débat-là. Et on a réussi justement à le calmer. Et je pense que vous avez un peu suscité... Nampalys Mendy, je n'oublierai jamais ses pleurs. Pourtant, on n'était pas encore mené au score. Mais il pleurait parce que c'est un professionnel. Il savait qu'on était sur le point de perdre ce match. On avait de la matière sur le banc qu'on n'a pas su utiliser.
pour bétonner et bloquer le milieu ivoirien et voilà, terminer le match quand même en toute tranquillité. Et il voyait son coach qui était un peu perdu, voilà, qui n'avait aucun argent pour lui dire, mais coach, un peu de lucidité, il faut faire quelques changements. Insuffler du 109, on peut bel et bien gagner ce match. Les Ivoiriens étaient aux abois. Vous êtes à 7 minutes, même pas à 10, à 7 minutes de la fin du match. Et il laisse ses joueurs noyés par voilà, la furia ivoirienne. Vous avez 2 minots, parce que c'est 2 jeunes joueurs quand même qui sont au milieu, qui ont tout donné, mais ils étaient quand même carrément à bout de souffle. Lessivés. Et vous les laissez comme ça. Vous savez, M. Kane, et vous perdez ce match. Voilà. Le football appartient au peuple. C'est ça. Et on réagit en fonction de l'intérêt du peuple. Écoutez le peuple. Voilà. Le peuple, c'est le Sénégal. Donc nous tous, nous sommes des entraîneurs. Nous donnons, nous apportons nos conseils. C'est ça. Il faut effectivement être réceptif. Je pense qu'Alioune est un grand entraîneur, mais il faut qu'il soit large d'esprit pour pouvoir écouter les gens et prendre en considération certains aspects effectivement techniques. Parce que dans une contribution, la contribution ne peut être que positive. Très bien, merci beaucoup pour ces contributions. Non, ça va. Alors on va peut-être évoluer avec justement ton conducteur, avec le programme de la 25e journée de Ligue 1. Alors, avec cette 25e journée, on a disputé la 24e, il reste donc 2 journées à disputer, 25e et 26e, pour connaître le vainqueur du championnat entre Teungueth Football Club et le Jaraaf actuellement. Le Teungueth Football Club est en tête avec le suivi du Jaraaf de Dakar, 4 points de différence entre les deux. Donc pour ce week-end, on aura Dakar-Sacré-Cœur. Tous les matchs donc, sont prévus dimanche pour donc permettre à ces équipes-là de pouvoir disputer normalement leur match. Dakar-Sacré-Cœur qui joue contre Jambar, Diamono de Fatick, Casa Sport. Génération Foot qui reçoit le leader Teungueth Football Club, Génération Guédiawaye Football Club qui joue contre Lios Gorée, Stade de Mbour contre AS Pikine, Union Sportive de Ouakam qui joue contre le Dauphin de Teungueth Football Club, le Jaraaf de Dakar, et puis la Linguère de Saint-Louis qui reçoit à Saint-Louis la Sonacos de Diourbel. Très bien, on va parler d'une toute autre discipline, le canoë-kayak avec Edmo Sanka, qui est de retour après justement sa qualification au JO. Le canoïste est rentré au Sénégal après la participation à la Coupe du Monde de la discipline et avec son ticket pour les Jeux paralympiques de Paris en 2024. Son objectif est de remporter une médaille lors de ces Jeux. Un accueil chaleureux lui a été réservé à l'aéroport international Blaise Diagne. Suivons ce reportage. C'est aux environs de 20 h que l'athlète Edmond Sanka est arrivé à l'aéroport international Blaise Diagne à l'accueillir les membres de la fédération de canoë-kayak, les coéquipiers en club, sa famille et ses amis. Un retour au pays pour le champion qui a décroché sa qualification lors de la Coupe du Monde de canoë sprint et qui se fixe déjà des objectifs. Je suis qualifié aux Jeux paralympiques de Paris 2024 en terminant à la 4e place mondiale lors de cette Coupe du Monde. Je remercie le CONOS qui m'a octroyé une bourse pour me permettre de bien me préparer et d'en arriver là. Je remercie également mon coach Ousmane Fall. Je voudrais que mon coach m'accompagne lors de toutes mes sorties. Mon objectif est de ramener une médaille olympique au Sénégal pour rendre hommage à mon coach, mais également à Amadou Diaba. Il est le seul à l'avoir et il faut que je remporte une médaille olympique pour notre pays. Edmond Sanka a couvert les 200 mètres de sa course en 40 secondes 54 centièmes. Cette qualification est très bien accueillie par les canoïstes qui veulent davantage être accompagnés. Un sportif club est derrière Edmond. Il est avec nous, il s'entraîne avec nous. Aujourd'hui, c'est un bonheur que nous partageons avec lui et nous espérons qu'au Jeux de Paris, il reviendra avec une médaille en plus pour gonfler encore un peu plus sa collection. C'est un réel plaisir pour nous, déjà en tant que Sénégalais, de venir accueillir notre champion et aussi au nom de tous les clubs du Sénégal qui représentent la fédération, de féliciter Edmond et plus particulièrement Hans Bernard, plus que particulièrement son entraîneur Ousmane Fall. Nous sommes témoins du sacrifice, des efforts consentis par tout un club pour amener Edmond à ce niveau. Et féliciter aussi tout son encadrement et le comité national olympique
qui n'a ménagé aucun effort pour mettre les moyens pour lui permettre d'arriver à ce niveau qui, comme je l'ai dit, est le résultat de tout un effort depuis des années. Cette étape de la qualification franchie, Edmond Sanka va poursuivre sa préparation aux côtés de Combesek et Yves Bouris, déjà qualifiés pour lui permettre au Sénégal de décrocher des médailles lors des Jeux paralympiques de Paris en 2024. Très bien, excellent reportage. C'est à voir. Hein. Oui, on était parti à l'aéroport à l'accueil. Parce que déjà, savoir qu'un athlète sénégalais s'est qualifié pour les JO, on en a parlé ici à Kinkeliba. Par la suite, il a eu une bourse pour pouvoir aller en France, préparer cette compétition, cette Coupe du Monde, qui lui a permis aujourd'hui d'avoir ce ticket pour les Jeux paralympiques. Autre préoccupation, c'est de l'athlète déjà, lui permettre d'avoir son coach à ses côtés. Quand il part en compétition, il n'a pas son coach à ses côtés. Et c'est le coach qui lui a permis aujourd'hui de devenir un champion de canoë-kayak. Le coach l'a formé, Ousmane Fall l'a formé. Et depuis, il l'accompagne, il fait les entraînements avec lui au niveau de Anse Sportif Club à Anse Bernard. Et puis, quand il va en compétition, le coach reste au Sénégal et c'est lui qui fait le voyage. Il a fait le plaidoyer pour qu'on lui permette d'avoir le coach à ses côtés à chaque fois qu'il part à une compétition. Effectivement, et c'est tout à fait raisonnable d'avoir son coach à ses côtés, notamment dans des grandes compétitions comme les JO. On continue avec la balle, la Basket African League. Kigali accueille les playoffs après le Sénégal. Les playoffs donc prévus du 24 mai au 1er juin au Kigali Arena. Les playoffs donc démarrent vendredi et samedi, se jouent vendredi et samedi avec comme affiche Al-Ahli contre Cape Town Tigers, Al-Ahli de Libye contre Cape Town Tigers et Al-Ahli d'Égypte contre Fils de Rabat, Petro Luanda contre US Monastir, River Hoppers contre l'AS Douane du Sénégal. On va suivre les explications de Amadou Galofali, le président de la BAL, qui revient également sur l'organisation et puis l'importance de cette Basket African League. Nous remercions encore une fois le président Bassirou Diomaye Faye pour avoir accueilli le président Kagame au Sénégal Arena. Lors de ces 6 jours de match, on a eu 41 000 spectateurs, pour dire qu'un total de 81 000 spectateurs pour la saison régulière, avant même d'entamer les playoffs. Ici, déjà, le match est à guichet fermé pour demain à Kigali Arena. Je n'ai aucun doute que le public rwandais va venir soutenir le basket s'ils accueillent l'Afrique. Et comme on l'a vécu ici toutes ces années, malgré que l'équipe locale, par exemple, avait perdu dès le premier match, mais le public est venu encore. Et aussi, il y a des communautés d'autres pays d'Afrique qui sont ici, qui vont venir soutenir les 8 autres équipes. Aussi, des performances dans la salle. Il y aura de la culture qui est infusée dans ce que nous faisons. La création de la Basketball Africa League, c'était l'opportunité vraiment de créer une locomotive économique parce que en boostant le tourisme, la manière dont on organise nos compétitions, le partenariat qu'on a établi ici avec Visit Rwanda, le Rwanda Development Board depuis 2021, qu'on a renouvelé en juin dernier pour 5 ans encore. Et le président Kagame a rapporté avec des chiffres à l'appui l'impact que l'organisation de ces compétitions, de ces finales et des playoffs ont eu ici à Kigali, au Rwanda, contribuant jusqu'à 15% des retombées du secteur des événements. Merci beaucoup pour cet élément. Évidemment, je vais vous faire intervenir par rapport à la balle qui a été déjà organisée ici. Je pense le dernier jour. Conférence Sahara, oui. C'était le Sahara. Oui, conférence Sahara. Conférence Sahara ici au Sénégal. Et d'ailleurs, la finale, il y avait le président Bassirou Diomaye Faye et il sera accompagné de Paul Kagame. Et c'est aussi ce basketball qui est aujourd'hui représenté au Sénégal et en Afrique, notamment la NBA qui commence aussi à investir en Afrique. Oui, il y a pas mal d'événements organisés en Afrique et c'est une très très bonne chose puisque je me demandais quand est-ce que ça allait commencer puisque le talent est là. L'Afrique a un gros vivier et c'est malheureux que ces athlètes soient obligés de partir à l'extérieur pour pouvoir performer. Et donc, j'ai envie de dire maintenant, on a les moyens, enfin, on a besoin en fait d'avoir une décision concrète pour savoir ce qu'on veut faire dans l'avenir. Et pour ça, ça passe par
une vraie politique sportive. Hein. C'est global, hein. Ça englobe vraiment, quand je dis le monde associatif, les fédérations, le monde politique et le monde économique, quoi. C'est vraiment d'asseoir ces gens-là, trouver ce consortium pour pouvoir avancer. Et voilà, en tout cas, la balle, soit la NBA Care, la NBA Academy, c'est que d'autres institutions qui s'installent parce qu'ils savent qu'il y a énormément d'athlètes et donc ils montrent l'exemple et à nous derrière d'impulser effectivement pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui investissent. Et c'est aussi, moi mon envie personnelle, c'est aussi de sensibiliser certains athlètes qui jouent à l'international, de venir aussi investir, de montrer l'exemple pour aussi impulser cette activité-là. Et en tout cas, moi, je suis heureuse qu'il y ait tous ces événements qui s'organisent et que le Sénégal soit aussi un pays moteur, puisqu'il y a les Jeux Olympiques de la jeunesse qui vont arriver en 2026. C'est une première. Donc donc le Sénégal montre l'exemple et j'espère que ça va continuer. Et puis par la suite, pourquoi pas rêver des Jeux Olympiques dans quelques années. Voilà, le Maroc et le Rwanda montrent bien l'exemple, hein, que ce soit dans le foot et le basket. Donc comme quoi, quand on investit, il y a des retombées dans quelques années, quoi. Très bien, merci beaucoup à vous. Merci à Abdelaziz Mal pour juste terminer pour dire que ces rencontres donc, vont dégager ces quarts de finale de la Basket African League et les matchs seront diffusés dans 214 pays et en 17 langues. Plusieurs événements sont donc aussi prévus et nous remercions nos confrères de Cible Sport qui nous ont permis d'avoir cet extrait d'Amadou Galafal, le président de la BAL. Merci à toi qui nous a permis d'avoir cet extrait sur Quinquilibre. Hein. Merci pour ta belle chronique de ce matin. Merci. On va poursuivre justement avec la revue des titres. Et on commence par le quotidien de service public Le Soleil qui titre à sa une Agropole Sud Ziguinchor, Kolda Sédhiou. Les travaux exécutés à 55%. On poursuit avec Sud Quotidien, un dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice vers le NDEP du système. Le quotidien, à présent, diplomatie, voyage présidentiel, Diomaye garde le cap. Après Praia aujourd'hui, le président a attendu à Conakry demain. Il va effectuer 3 voyages en France entre juin et novembre. 24 heures quotidien, alors qui titre à sa une la mise en ligne de la plateforme Dubonchi en droite ligne de la journée du dialogue national justice, une valeur à restaurer. Alors, Réumi Quotidien qui titre à sa une les premiers jalons posés mardi prochain. Journée du dialogue national prévue le 28 mai 2024 sera une occasion pour passer en revue tous les maux de la justice. Critique Quotidien titre également avec cette même actualité, réforme, modernisation de la justice, coup de bistouri sur un malade agonisant. Source 1 qui titre à sa une un entretien exclusif avec le ministre de l'économie sociale et solidaire, Dr Alioune Dione, accordé à Source A TV, Maquis et CIE. Bouchez vos oreilles. Alors un entretien qui sera à lire dans les colonnes du quotidien Source 1. Le mandat à présent qui titre à sa une toute autre actualité économique. Alors, économie sénégalaise, de quoi sommes-nous maîtres? Également, mauvaise prise en charge des hémodialyses. Le président du mouvement des dialyses crève l'abcès. Yor, rapport Cour des comptes 2015-2020, problématique de la gratuité de l'eau à Touba. La consommation annuelle de l'administration sénégalaise en eau est estimée à plus de 20 milliards de francs CFA. Direct News. Alors, usurpation de numéro de carte d'identité, stupéfiant, confession de victime. Alors, ce sera à lire justement à la page 3 du quotidien Direct News. Dakar Times, alors qui titre à sa une l'Afrique solidaire au peuple palestinien, grande marche ce dimanche à Dakar. Et on finit avec le magazine, plutôt le quotidien, spécialisé en sport contre la RDC et Mauritanie. L'équation de l'attaque pour Cissé, sans doute la réponse aujourd'hui lors de sa conférence de presse à 10h. Et c'était tout pour la revue des titres de ce matin. Et Alioune Badara Kane,
Il y a un article qui t'a particulièrement marqué ou bon, j'ai vu que l'essentiel des journaux sont revenus en tout cas sur le dialogue national pour la refondation de la justice. Donc je crois que les travaux vont démarrer le mardi prochain. Et ça, c'est une demande vraiment sociale. Hein. Bah, on peut le dire légitimement, c'est une vraie demande sociale ici au Sénégal. Moi, bon, peut-être que les Sérères, eux, vont s'attendre à ce que le prix du pain puisse baisser. Mais moi, c'est pas cela ma priorité. C'est pas cela ma priorité. Pour moi, ma priorité, c'est qu'il y ait une véritable justice dans notre pays. Une justice qui marche. Vous savez, quand la justice marche, tous les autres secteurs suivront. Et il y aura véritablement du progrès et du développement un peu partout. Parce que quand la justice marche, celui qui est dépositaire, par exemple, voilà, de la confiance des Sénégalais, ben, réfléchira 2 fois avant de jouer, par exemple, avec nos sous. Quand la justice marche, celui-là qui promettait moins et merveilles, ben, se dira, ben, est-ce que je peux voilà, réaliser de telles promesses, est-ce que j'ai les moyens de le faire, et tout cela. Donc je pense que dans un pays, une société, pour qu'elle soit bien régulée, pour qu'elle soit sur les rampes du développement, il n'y a pas à chercher de midi à 14 h, il faut que la justice soit là et que la justice fonctionne. Mais ce qu'on a vu au Sénégal ces dernières années, quand même, nous laisse penser qu'il y a un vaste chantier à ce niveau et que, heureusement, les Sénégalais l'ont compris. Je pense que c'est leur principale attente, de même que les nouvelles autorités à la tête du pays. Donc je fonde beaucoup d'espoir à ces travaux-là et j'espère qu'au sortir de ces travaux, enfin, on aura une véritable justice qui sera là pour tous les citoyens, quel que soit leur bord ou bien leur appartenance politique. C'est vraiment une demande nationale et nous la réitérons sur ce plateau. Effectivement, et nous saluons justement cette plateforme qui a été mise en place par justement le gouvernement Djoubonti, qui permet aussi à tout un chacun, tous les Sénégalais, de pouvoir aussi donner leur avis par rapport justement à ce dialogue national-là. Alors, Alioune Badara Kane, on va continuer avec toi. La rubrique invitée, juste après le jingle. Voilà. Ce n'est pas une belle transition, Alioune Badara Kane, on parle de Mamadou Dia. La meilleure des transitions. Justice, Mamadou Dia. Voilà quelqu'un qui symbolise l'injustice dans ce pays, quelqu'un qui a été victime d'une injustice flagrante. Comment pouvez-vous être le dépositaire de l'essentiel du pouvoir et vous faire coup d'État? C'est pas possible. Et pourtant, on l'a accusé de tentative de coup d'État en 1962. Je crois qu'on aura l'occasion de revenir sur cela avec donc notre invité, le docteur Pape Sène, qui est donc le président, donc le directeur général, excusez-moi, le directeur général donc de la fondation Mamadou Dia. Mais alors, au tout début, qu'est-ce qui vous a inspiré? Pourquoi vous êtes dit, docteur Sène, qu'il est temps de mettre sur pied une fondation Mamadou Dia pour perpétuer son œuvre? Quel a été l'électrochoc après tant d'années? Merci, M. Kane. Merci pour cette invitation matinale. Merci, madame, d'être là parmi vous. Avant de commencer, je voudrais saluer effectivement mes amis métropolitains qui nous regardent effectivement et qui sont très contents qu'on puisse parler effectivement de la Fondation Mamadou Dia. Vous savez que la Fondation Mamadou Dia, c'est une réflexion historique qui a été amené par le professeur Roland Collin, qui fut son directeur de cabinet. Et Roland Collin a été un des initiateurs pour la création de cette fondation. Roland Collin qui fut l'étudiant du président Senghor, et c'est le président Senghor lui-même qui lui a demandé de venir au Sénégal pour travailler. Et lorsqu'il est venu au Sénégal, il a rencontré le président Mamadou Dia. Et c'est à l'issue de cette rencontre qu'il y a eu une articulation humaine, sociale entre les deux, pour créer une amitié. Et cette amitié a duré jusqu'à la fin, effectivement, de l'exécutif du président Mamadou Dia. Roland Collin fut son directeur de cabinet. Donc, la création de la fondation est due effectivement à cette belle initiative de Roland Collin. Et aussi, il faut dire la vérité, aussi, avec aussi cette initiative du président Moustapha Niasse. Parce que il fut aussi... Et c'est ça qui est complexe dans la société sénégalaise, parce qu'on n'arrive pas à comprendre qui est qui. Moi, il m'est arrivé, parce que je fus l'étudiant du président Roland Collin à Paris. Et il m'est arrivé... chaque été, de ramener des dattes, du chocolat
et des fruits secs à remettre, à donner à Mamadou Dia. Et j'ai fait ça peut-être, je ne sais pas moi, durant peut-être 20 ans. Mamadou Dia, le grand Maodo. Le grand Maodo. Et donc Maouda. Oui, Voilà. le grand Maodo. Voilà. Et il m'arrivait le soir, en fait, de rencontrer le président Moustapha Niasse là-bas. Alors qu'il était, en fait, dans le circuit gouvernemental. Donc la société sénégalaise est tellement complexe parce que nous tous, nous sommes des parents et des amis. Exactement. Ça, c'est vrai. Et je pense qu'en fait, aussi, avec cette bonne volonté du président Collin, il a essayé de retrouver quelques amis pour lancer cette fondation, pour immortaliser cette legs. Parce que Mamadou Dia a laissé des richesses énormes pour la société, pas sénégalaise, mais la société africaine. Oui. Et c'est dommage qu'il n'a pas pu continuer entre 57 et 62 tout ce qu'il avait prévu. Pas uniquement pour le Sénégal, mais pour le continent africain. Mais bien sûr. Et les gens, ils mélangent beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et vous savez, monsieur, madame, Mamadou Dia était tellement respecté par la société française qu'il ne faut pas faire de l'amalgame. Moi, je suis effectivement membre du conseil d'administration de la Fondation Charles de Gaulle, où tous les premiers ministres français y siègent. Et j'ai été étonné de lire dans les archives que le général de Gaulle consultait Mamadou Dia lors de chaque conseil des ministres pour lui demander son avis. Et il lui a demandé conseil pour l'indépendance de l'Algérie. Vous savez, donc je pense que c'est dans cet esprit-là que, de cette dimension de l'homme, que le professeur Roland Collin a essayé et a voulu créer cette fondation pour qu'on puisse mettre du contenu et partager tous ces legs du président Mamadou Dia à l'ensemble du continent africain, mais pas uniquement pour le Sénégal. Justement, l'objectif, c'est tout simplement de partager le legs de Mamadou Dia, ou il y a d'autres objectifs ici? Les objectifs, madame, sont larges. Non seulement, effectivement, en fait, c'est pour faire valoir les expériences, mais surtout pour répondre aux besoins ou bien aux problèmes du présent. Le président Mamadou Dia a laissé des legs, je ne peux pas dire un leg, des legs. C'est très riche. Et nous, notre volonté, raison pour laquelle, M. Khan, nous organisons cette rencontre du 31 mai à Paris, où nous convions toutes les bonnes volontés pour essayer effectivement, en fait, de tirer des voies possibles, résultantes de cet héritage, de cette dimension de l'homme, et essayer d'en discuter avec l'ensemble des diasporas pour mettre sur quelque chose de visible et qui pourrait probablement intéresser aux exécutifs africains, notamment, bien sûr, en restant souverain, notre pays, le Sénégal. Alors, que vous inspire aujourd'hui ce discours qui nous rappelle un peu Mamadou Dia? Quand on parle de souveraineté, de souverainisme partout en Afrique, on a comme l'impression que les lignes bougent enfin, que le réveil commence à se faire sentir pratiquement près de plus d'un demi-siècle après. Voilà, la présidence Mamadou Dia à la tête, bien sûr, du Conseil du Sénégal. Il était le président du Conseil, donc détenteur de l'essentiel des pouvoirs. Que vous inspire ce discours nouveau-là? On peut se dire quelque part que son combat n'aura pas été finalement vain, qu'il est toujours là, présent dans les esprits, dans les mémoires, et qu'on veut tout faire pour que ce projet politique-là, qui lui a été si cher, puisse être concrétisé sur le continent. Vous savez, M. Khan, le Sénégal est un pays béni. Je tiens absolument à le dire pour deux raisons. La première raison est que, si vous voyez effectivement les suites d'événements qui ont eu lieu, et la solution pacifique qui a existé nous touche profondément. Le Sénégal est respecté et aimé. Et je pense que nous avons cette chance énorme d'avoir une nouvelle équipe qui se revendique d'un duo, pas forcément Mamadou Dia, mais aussi avec Cheikh Anta Diop. Et je crois que c'est une chance, c'est tellement paradoxal. En 1974, libération de Mamadou Dia, le premier ministre est né. Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. En 81, le président de la République est né.
c'est la fin de la carrière politique du président Mamadou Dia. Quel symbolique. C'est tellement symbolique. Oui. Et je pense qu'en fait, il faut effectivement remercier les cieux d'avoir effectivement un duo exécutif qui se réclame de cet personnage qui reflète une dimension multiréférentielle qui est Mamadou Dia. C'est symbolique. C'est symbolique parce que le Sénégal de 1960 n'est plus le Sénégal d'aujourd'hui. Nous tournons aux alentours de 18 millions d'habitants. Il y a une mobilité, les gens bougent. Il y a une mutation effectivement de la société sénégalaise, que ce soit l'exode urbain et l'exode rural. Alors, il est bien évident que la force de Mamadou Dia, à l'époque, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, c'était effectivement de faire une coupure radicale de la gouvernance précoloniale qui existait. Parce qu'on était endoctriné sur un commerce de rente. Depuis 1840, on nous a introduit le commerce arachidier. Alors, Mamadou Dia, le président Mamadou Dia voulait en faire face, en tirer les conséquences et adopter une stratégie nouvelle de subjection antérieure afin effectivement de mettre en valeur la démocratie participative et de mettre aussi surtout en valeur la citoyenneté responsable pour qu'il y ait effectivement un développement endogène au niveau des populations de la ruralité. Abdelaziz Ben, avant de passer à la seconde partie. Revenir sur la célébration vous avez parlé du 31 mai. Oui, tout à fait. C'est prévu à Paris. Qu'est-ce qui est prévu ici au Sénégal? Nous avons sorti un ouvrage sur les traces du président Mamadou Dia. Ça reflète son itinéraire. Il y a beaucoup d'enseignements là-dessus. Nous avons fait effectivement ces dédicaces au mois de janvier. Mais ce qui est prévu à Paris, c'est effectivement en fait de dégager des outils de réflexion synthétique pour que les autorités puissent effectivement en fait les utiliser sous forme de synthèse, avec effectivement différentes interventions sous forme d'archives. Je crois qu'en fait, nous, notre volonté, c'est de mettre en valeur tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, et malheureusement, qui n'a pas eu le temps, suite à beaucoup de contraintes qu'on n'a pas envie de soulever, parce que vous savez, la société sénégalaise, elle est pacifique. Je pense que nous avons une chance, effectivement, pour que cette équipe nouvelle puisse se l'appliquer. Parce que le Sénégal en a besoin. On ne peut pas, effectivement, se permettre aujourd'hui, avec une mutation, avec des jeunes qui prennent la mer, et que nous savons que notre société est tellement riche, il suffit effectivement d'une bonne volonté, et puis surtout aussi une bonne assise et de bonnes orientations pour se l'appliquer. Le président Mamadou Dia avait établi un calendrier de développement, en mettant effectivement le paysan comme matrice. Et tout le monde sait que nous sommes tous d'origine rurale. C'est dommage, effectivement, en fait, les lois qu'il a créées, notamment, en fait, les cercles d'extension rurale, qui n'ont pas pu être réalisées par l'autorité ou par les autorités ou par les différents gouvernements qui sont succédés. Merci beaucoup, Dr Papossène. Restez avec nous. Avant la fin de l'émission, on fera un rappel également de cette importante activité qui va lier à Paris autour de la mémoire du legs donc de feu Mamadou Dia, le grand Maodo, que l'on appelle ainsi affectueusement ici au Sénégal. Et qui est né à Khombol. Et qui est né à Khombol, bon, votre ville, enfin, bon, Khombol à l'honneur, on va le dire, grâce à Mamadou Dia. Mais Khombol, dans la région de Thiès. Thiès également, l'incontournable. Il ramène tout à Thiès. Alors, Émilie, que vous inspire la trajectoire de ces grands hommes, de ces grandes figures qui ont marqué véritablement ce discours souverainiste ici sur le continent africain, pour vous qui êtes une enfant d'Afrique, mais issue de la diaspora? Alors pour moi, pour juste retracer mon histoire, je suis née à Ziguinchor, même si je suis originaire de la Guinée-Bissau. Je suis partie à l'âge de 3 ans en France. Et il est vrai que pendant plusieurs années, j'ai jamais eu vraiment à me questionner sur mon histoire personnelle, puisque pour moi, mes parents ont toujours voulu qu'on aille de l'avant, en fait, tout simplement. Mais en commençant à m'intéresser à l'histoire de mes parents, d'où ils venaient, comment ils étaient arrivés en France, il y a la question de l'immigration.
qui se met en avant. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas en France, spécialement. Et effectivement, quand je suis arrivée directement en équipe de France, donc j'étais très vite voilà, française, culture française, normande, presque camembert. Voilà, mon père qui mangeait tous les jours du camembert. Donc pour moi, je ne me suis jamais vraiment posé la question de mon histoire personnelle. Et quand j'ai commencé à m'intéresser, effectivement, on soulève plein de choses. Plein de choses, l'immigration, la colonisation, enfin voilà, toutes les choses que nos parents ont vécues et ce qui nous parle, qui font sens quand on parle de ça. Et on sent que c'est des fois des choses tabous. Tabou, pourquoi je ne le sais pas. Et c'est vrai qu'on l'a toujours gardé entre nous, même entre... je parle par exemple à l'équipe nationale avec certaines filles. On se dit française, mais quand on dit oui, mais d'où tu viens ? Pour moi, quand un Français, enfin d'origine française, quand je dis un Caucasien, me dit non mais d'où tu viens précisément, moi je le prends pas mal personnellement. C'est intéressant de dire non, je viens du Sénégal, de Ziguinchor, et je suis fière de dire exactement mes racines. Je pense que c'est important aussi que nous, en tant qu'Africains, noirs, on s'approprie aussi les choses et qu'on puisse être fiers aussi de notre parcours. De cet héritage. Exactement. Et c'est ce qui explique, on peut, je pense que également en guise de transition, enchaîner. Bien sûr, tu enchaînes, Aline. Voilà, et c'est ce qui explique quelque part aussi votre retour au Sénégal. Je dirais même, je serais même tenté de dire, un retour aux sources. Pour Émilie Gomis, la vice-championne olympique pour le compte de la France. Il aime bien préciser ça. Pour le compte de la France. Voilà. Oui, non, mais j'arrive avec cette double nationalité, même triple nationalité, parce que voilà, il y a la Guinée-Bissau, mais moi je fais pas la différence en fait. C'est souvent les gens qui me disent oui, t'es française, mais pour moi je ne fais pas la distinction. Sincèrement, j'ai la double culture et ça fait partie de moi. J'ai grandi avec et j'ai envie de la cultiver. Et j'ai effectivement, voilà, la France est un pays d'excellence qui se revendique dans pas mal de secteurs et j'ai envie d'importer voilà ce côté excellent au Sénégal pour porter, en fait, j'ai envie d'être fière du Sénégal comme je l'ai été pour la France. Quand j'ai porté le maillot France, j'avais cette fierté, cette revendication, et on peut l'avoir pour son pays d'origine et exactement faire la même chose, quoi. Donc, je ne fais pas trop la différence. Moi, je pense qu'une double culture, c'est une richesse, tout simplement, et je pense qu'il faut la cultiver. Et vous voulez tout faire, hein? Vous voulez vraiment œuvrer pour que le sport sénégalais, je dirais pas les sports sénégalais, donc sport sans S, que ce sport-là puisse véritablement avoir un meilleur rayonnement sur l'international. Pour cela, vous avez pas mal de projets pour votre pays, le Sénégal. Oui, j'ai pas mal de projets. Je vais commencer parce que j'ai une association sportive qui œuvre pour favoriser l'accès à l'éducation physique et sportive pour tous. Je ne fais absolument pas de distinction entre les femmes, les personnes en situation de handicap, parce que j'ai baigné dans le monde du sport. Pour moi, j'englobe toutes ces personnes-là, donc la question ne se pose même pas, elle ne devrait même pas se poser même. Et parce que je pars de la masse, je pense qu'en partant de la masse, on peut viser l'excellence, parce qu'il y a des pépites qui ressortent dans ça. Et comme je disais tout à l'heure, c'est important de mobiliser tous les acteurs. Et pour moi, les ambitions sont faites pour être réalisées. Et ayant atteint le haut niveau en France, ayant vu comment ça se passait, tout le travail qui a été mis en place, c'est un travail de longue haleine, hein, bien sûr, mais je pense que il faut qu'on soit amoureux du process. Il faut qu'on ait une vision claire et précise. Et celle-ci, elle doit être menée par les grands dirigeants de ce pays. Et je pense qu'on a énormément d'acteurs, une expertise, une analyse qu'on doit écouter et à partir de là, on met un plan en place. Et comme je disais, la matière première, c'est les talents. Les talents sont là. Maintenant, comment on va façonner ces talents et moi, je pense que le Sénégal peut être précurseur, sincèrement. C'est pas parce que je suis sénégalaise que je dis ça, mais j'ai envie que le Sénégal soit l'un des premiers pays, voilà, à montrer l'exemple. Et donc oui, il y a l'aspect olympique, il y a l'aspect éducatif au niveau scolaire aussi, puisque le sport dans les écoles, pour moi, le sport, c'est pas juste la pratique en elle-même, c'est surtout qu'elle peut apporter des valeurs énormes, voilà, de l'effort de soi, de solidarité, de cohésion.
moi, ça m'a vraiment éduquée depuis mon plus jeune âge. Moi qui étais très timide, voilà, je suis devenue une femme qui a envie d'exceller dans toutes les matières. Et je pense que c'est cette notion d'excellence qui peut vraiment valoriser le Sénégal. C'est pas tous les jours qu'on reçoit une médaille olympique. Tout à fait. Aziz, monsieur Sport de Kenkeliba. Par rapport au football, parce qu'on a vu beaucoup de retours d'investissement au niveau du pays avec les centres de formation mis en place. Ziguinchor, c'est une ville de sport, une ville de basket. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez ce projet-là, cette ambition de mettre en place un club, de mettre en place un centre de formation pour permettre de recueillir tous ces jeunes-là et puis de les former, de leur permettre également de gagner leur vie à travers le sport? Complètement. Alors moi, je suis plus dans les... je vois plus globalement, en fait, dans les politiques sportives. C'est vraiment pour moi, c'est un peu plus large. Donc quand je parle de politique sportive, c'est bien sûr tout ce qui touche à l'aspect gouvernemental, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en place pour le pays dans sa globalité, puisque ça nécessite énormément d'investissements et donc de décisions qui ne soient pas à prendre à la légère. Et la première chose que je vois, c'est le manque d'infrastructures. On a beau dire ce qu'on veut, les installations ne sont pas tous là, plein de clubs se plaignent du manque de lieux. Surtout pour les disciplines de salles comme le basket. Exactement. Il n'y en a que 3 salles dans tout le pays. Exactement. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans un club qui s'appelle AS Dissau, donc où j'ai pu intervenir dans la banlieue. Et c'est un club qui a plus de 700 licenciés, dont 5 sports. Il y a le karaté, le hand féminin, il y a même du fitness. Enfin voilà. Et ils ont, vous vous rendez compte, 700, 800 licenciés sur un seul terrain. En plein air. Je ne sais pas comment ils font, mais je trouve ça remarquable, sincèrement, de la part de ces coachs, de ces présidents qui arrivent quand même à gérer avec le peu de moyens qu'ils ont ce club-là. Donc j'imagine que s'ils avaient un peu plus de moyens structurels et des finances, on aurait la possibilité très rapidement de pouvoir avoir des athlètes accompagnés et même qui pourraient représenter l'équipe nationale. Je pense que ça part vraiment du bas parce que les gens sont là, les éducateurs sont là, les coachs sont là. On le voit avec le nouveau, le champion de kayak Edmond que j'ai eu le plaisir de rencontrer l'année dernière aussi. Donc il le dit bien, un coach est hyper important pour sa prépa, parce qu'un athlète ne réussit pas tout seul. Il a besoin d'une équipe, d'un staff et tout. Et je pense que c'est ce qui fait la force d'un athlète. Alors, Émilie, en 30 secondes, comment pourriez-vous vous mettre au service de la délégation sénégalaise pour une participation réussie de notre pays au prochain JO? Comment moi je peux mettre au service? Voilà. Vous comptez vous mettre au service? Il faut juste m'appeler. Non. Moi non. J'ai un programme. Il n'y a pas. En fait, c'est surtout déjà l'expérience, mais c'est surtout de discuter avec les acteurs. Moi, je suis là avec beaucoup d'humilité. En fait, je ne peux pas comparer la France et le Sénégal. Je suis quelqu'un qui sait faire des états des lieux, faire une analyse et puis après faire un compte rendu, expliquer où est le problème. Donc et je pense qu'il faut aussi discuter avec les athlètes, les personnes qui les accompagnent. On ne peut pas comme ça, d'un coup de baguette, changer les choses. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça part d'une décision concrète, tout simplement. Je pense qu'on a on a tout à disposition. Maintenant, quand est-ce qu'on commence? Comme un athlète va le dire, il sait que dans 5 ans, il a une compétition, 4 ans. Aujourd'hui, il va commencer à s'entraîner un petit peu. Mais voilà, c'est quand est-ce qu'on commence et avec quelle équipe surtout. Il faut une équipe soudée, forte, puisque ça va être un challenge. Il y aura des matchs perdus, comme je dis souvent, des difficultés et des obstacles. Et c'est dans ces difficultés et ces obstacles qu'il va falloir vraiment avoir une équipe soudée. Mais moi, à court terme, accompagner la délégation sénégalaise, ce serait un grand plaisir. Je sais qu'il y a déjà
déjà 6 athlètes, je me suis renseignée, déjà 6 athlètes qualifiés. Et l'ambition, ce serait d'en avoir à peu près 17, enfin, si je ne me trompe pas, parce que j'ai pu rencontrer les directeurs sportifs de haut niveau, M. Fall. Et puis après, pour les Jeux de la jeunesse, qui sera en 2026. Revenir au Sénégal. Voilà. Encore. Merci beaucoup, Émilie. Et vraiment, félicitations. Merci. Félicitations pour tout ce que vous faites pour votre pays, pour vos pays, le Sénégal et la Guinée-Bissau. La France peut attendre encore, parce qu'elle a suffisamment profité de vous. Elle a suffisamment profité de vous. Et bon retour. Physiquement, oui. Jubbanti, qui signifie redresser, rectifier ou corriger en français, est une plateforme mise en place pour accompagner la journée du dialogue national. Pour cette édition, la modernisation de la justice sera au cœur des débats. Dans sa volonté politique, le président de la République a tenu, dans le cadre de la journée du dialogue national, qui est un cadre institutionnel, à consacrer cette année, cette édition 2024, le thème réforme et modernisation de la justice. Et en tant que citoyen, en tant que justiciable, nous avons aujourd'hui notre opinion, notre façon de voir, notre expérience, nos suggestions et nos avis par rapport à la justice. Une volonté forte du chef de l'État dans sa vision du Sénégal qu'il veut, avec l'ensemble des citoyens, bâtir. Il veut placer au cœur de sa vision. Alignan. Alors, on va passer à la deuxième partie de la rubrique invitée. On l'a reçue en plateau, Madame Thiandoum. Comment allez-vous? Je ne dis pas Hadiatou Guissé, je dis Madame Thiandoum. Comment ça va? Bienvenue en plateau. Merci beaucoup, je vais très bien et c'est un plaisir d'être aujourd'hui parmi vous sur ce plateau. Productrice de Bakary Taximan. Je suis en train de commencer l'interview. Aline, Madame, c'est bien ça. Allez-y, tu peux démarrer. Allez-y. Je te laisse l'honneur. Je te laisse l'honneur. Non, c'est un honneur pour nous de recevoir Madame Thiandoum, partenaire de la RTS sur ce projet cinématographique. Donc, une série qui passera sur la RTS 1. Tout à fait. Alors, Bakary, le taximan, il s'agit vraiment, là, vous essayez de joindre l'utile à l'agréable à travers donc, ce feuilleton, on va le dire. Et Bakary, également, sera l'occasion pour vous et pour nous de la RTS de faire de la sensibilisation sur le respect, disons, du code de la route, quand on sait que quand même, dernièrement, notre pays a été marqué par cette série d'accidents tragiques et qui interpellent plus d'un. Il est temps aujourd'hui de s'arrêter et qu'on puisse dire la vérité. Et Bakary, le taximan, intervient au très bon moment. Et j'espère que sur les routes de Dakar, Bakary va faire beaucoup de sensibilisation. Mais est-ce que Bakary, lui-même, il n'est pas à sensibiliser? Est-ce qu'il serait le parfait conducteur? Bakary, c'est un personnage caricatural, justement. Et l'idée, c'était de montrer le quotidien du citoyen sénégalais de la manière la plus fidèle. Et on s'est dit effectivement qu'il fallait prendre un personnage caricatural qui a un quotidien tumultueux, qui est dans un univers très populaire et très sénégalais d'ailleurs. Mais à travers ses défauts, en fait, on fait une autocritique. Voilà, on ne va pas le critiquer de façon négative, mais on va ressortir tous ces défauts-là pour créer le débat, le questionnement. Et c'est ça l'idée. Donc Bakary Taximan est né en fait juste après l'accident de 6 kilos. Voilà, donc c'est un projet que le scénariste Thiandoum en fait a écrit après cet accident-là parce qu'on s'est posé des questions. Il y a eu une batterie de mesures qui ont été prises juste après l'incident. Il y a eu une indignation nationale. Et nous, à notre niveau, en tant qu'acteurs du cinéma, on s'est posé la question à savoir quel pourrait être notre rôle. Parce que ce sont des mesures qui sont régulièrement prises, mais on constate que derrière, il y a toujours des accidents. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire, nous, en tant qu'acteurs culturels, pour essayer d'impacter positivement? Donc, on s'est auto-saisi de ce sujet-là, parce qu'on pense que le cinéma crée des imaginaires, que le cinéma, aujourd'hui, accède plus facilement dans les foyers, et que c'est à une large échelle, c'est du mass market. Et il fallait contribuer à la vulgarisation des politiques publiques, de la réglementation, en leur offrant un espace d'expression qui serait plus digeste
plus facile à comprendre pour les populations. Bien faire passer le message. Hein. Et justement, est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi ce casting-là, comme Halima Gadji, Malcolm, pour pouvoir attirer, parce que c'est des acteurs qui sont confirmés quand même au Sénégal et qui ont leur propre public. Que de tête d'affiche, hein. J'imagine que le chéquier, quand même, vous avez dû casquer fort pour les avoir. Hein. Écoutez, c'est un casting afrocentriste. Ce qu'il faut dire, c'est que Bakary Taximan, c'est notre premier projet au niveau d'Yama Productions, mais qu'on a des équipes assez confirmées, aussi bien sur le plan technique. Et lorsqu'on a fait le casting, on s'est dit qu'on n'allait pas se limiter. Donc, Halima Gadji a été choisie par le réalisateur parce qu'il voit à travers elle le personnage de Mame Khoudia, tout à fait capable d'interpréter la femme sénégalaise de la façon la plus naturelle possible. Malcolm pour représenter l'institution, parce qu'il a le rôle du policier, et à travers lui, on fait passer des messages. Djiby Sey, qui est également dans la série. Tu veux être le policier, lui, hein, Djiby. Voilà, mais il a un rôle qui vous surprendra. Oui. Donc, c'est vraiment l'antagoniste de Bakary Taximan, c'est son demi-frère. Il y a énormément de rivalité entre eux. On a Grand Badou Paye, qui est également un pensionnaire de Sorano. Et en fait, on a sur ce plateau, en tout cas, l'ancienne génération, la nouvelle génération, avec des jeunes, des chanteurs. C'est un casting qui est extraordinaire. Vous allez apprécier. Et on reconnaît justement une animatrice de la RTS, Nabou Gina, dans la série Bakary Taximan. Abdelaziz Ben. Juste par rapport à cette série-là, on voit tout le temps la Béa, surtout... Quand la dame klaxonne, elle dit « Y'a mes gis, madame Pan, je klaxonner ». C'est le rôle vraiment du taximan sénégalais qui ressort à travers ce film-là. Disons de l'usager de la route, plus globalement. Donc on a choisi le taximan, mais vous verrez qu'il y a en fait tous les chauffeurs sont représentés, même au sein de la gargote. On a le chauffeur car rapide, le chauffeur de camion, Yagandiaï, Tata. Donc en fait, c'est quasiment tous les usagers de la route jusqu'au laveur. C'est-à-dire même le laveur qui est interprété par Singom. Je vais demander, est-ce que vous avez inclus les nouveaux détenteurs de permis? C'est parfois difficile avec eux sur la rue. Comment ils disent encore? Oui, attention, débutant. Attention, débutant. Oui, effectivement, on parle vraiment de toutes les situations qu'on rencontre sur la route. Mais on essaie de le traduire de la façon la plus fidèle et après, on laisse aux spectateurs le soin de se poser les questions idoines. Et on pense que c'est ça qu'il faut faire. Mais vraiment, c'est un projet d'utilité publique, hein, parce qu'il s'agit d'amener les Sénégalais à respecter le code de la route. Et je crois que l'État central devrait être à vos côtés pour quand même le financement de cette production qui demande quand même beaucoup de sous, avec toutes ces têtes d'affiche présentes. Est-ce que vous avez senti l'accompagnement des mécanismes publics mis en place pour soutenir la production cinématographique? Alors, Monsieur Khan, j'aimerais vous dire que le projet Bakary Taximan, je parle plus de projet que de série, parce que dans sa genèse, on a voulu en faire... comme je le dis, une série d'intérêt général avec énormément de contenu dérivé. Et moi, lorsqu'on a démarré la réflexion, je suis allée vers la Naser parce que j'ai pensé que c'était le bras technique naturel sur la sécurité routière et qu'il était, je dirais, obligatoire qu'il s'implique dans ce projet-là. Et on a présenté le projet, on a été reçu par le directeur général, M. Cheikh Oumar Gaye, qui l'a vraiment accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Et effectivement, on a obtenu une subvention de la part de la Naser. Et on a travaillé dessus avec tous les services, développement, coopération, la communication. Parce que nous, on fait du cinéma. On a des scénaristes qui vont scénariser, interpréter des situations.
mais les réglementations, les lois, c'est du ressort de l'autorité. Donc il fallait travailler de concert, ensemble. Nous avons également saisi le ministère de la Culture à travers le FOPICA en remplissant un dossier, en respectant toute la procédure. Malheureusement, nous n'avons pas eu de retour jusqu'à présent. Et comme vous l'avez dit, la production a un coût qui est très important. Surtout une bonne production. Sur Bakary Taximan, ça peut paraître facile parce qu'on a un format de 13 minutes. Mais l'univers est tellement riche. Oui, bien sûr. On est dans la rue. On a des moyens logistiques classiques parce qu'on utilise des camions, on utilise les véhicules et tout ça, ce sont des coûts importants. Il y a les équipes techniques, il y a les comédiens, comme vous l'avez dit, c'est un casting qui est quand même assez de qualité. Et oui, j'en profite pour faire cet appel aux autorités pour soutenir le projet. Alors, les prochains défis de Mme Thiandoum? Et surtout, le démarrage de la série, date de démarrage. Alors, on démarre avec la RTS en mi-juin. On espère juste après la Tabaski. C'est l'occasion de parler du partenariat avec la RTS. Très rapidement. Voilà. Donc, nous, on a souhaité travailler avec la RTS vu sa mission de service public. Donc, naturellement, il fallait que ce soit la RTS qui porte ce projet. Et on travaille avec les services marketing, communication, vraiment de manière très optimale. Avec le service digital Merci également. Digital également. Et félicitations à M. Thiandoum, qui drive tout ça. Ah non, j'aurais dit que c'est Mme Thiandoum qui drive. Non, mais attention, est-ce que vous avez posé la question de savoir qui est le réalisateur? Enfin, je peux vous la filer, celle-là. Oui, Alice Benarakat. Le réalisateur, c'est un certain Thiandoum. Thiandoum, je confirme. Et quels sont les liens? C'est mon époux. Mais c'est qui drive? Bah écoutez, c'est complémentaire. Merci. Voilà, moi sur le côté administratif et lui sur le côté artistique. Très bien. C'est ça. Et aussi chauffeur à l'occasion. Oui, il m'accompagne forcément. Bravo, M. Thiandoum. Vous représentez bien la gente masculine sénégalaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, on redonne les dernières minutes de cette émission donc à Dr Pape Sène, directeur général donc, de la Fondation Mamadou Dia. Mamadou Dia, le grand timonier sénégalais, le grand Maodo. Et pour lui rendre hommage, pour en tout cas revenir sur son œuvre, vous allez organiser une rencontre importante à Paris, en France. Quel serait le menu de cette rencontre de haut niveau et puis les éventuels panélistes qui y seront, Inch'Allah? Oui, effectivement. Merci beaucoup, M. Khan. Merci, chère madame, madame Seck, M. Ban. La rencontre de Paris a pour un seul objectif. C'est de ressortir tous les éléments historiques que le Maodo avait prévus et les contextualiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va passer à une autre étape d'applicabilité des programmes du Maodo. Alors l'idée, c'est de faire effectivement, en fait, ressortir les legs que le président de la Fondation, M. Roland Collin, détient, de les mettre sur la table et qu'on en discute avec l'ensemble de la diaspora et l'ensemble, effectivement, la diaspora africaine, notamment aussi la diaspora sénégalaise. Parce que le président Dia avait prévu effectivement à partir de 60, au début du référendum du 15 octobre 58, un planning de développement. Et ce planning de développement, c'était effectivement de lancer le Sénégal dans une rampe effectivement ascendante pour pouvoir en fait satisfaire l'autosuffisance alimentaire, dans le domaine de la gestion, dans le domaine effectivement en fait de la santé, et puis surtout aussi arriver effectivement à réguler et à mettre sur pied une banque nationale. Très bien. Le Sénégal ne peut pas se développer, M. Khan, sans banque nationale. Toutes les banques ici sont des banques étrangères. Et la loi effectivement du 1301 1960, c'était de créer effectivement une banque de développement. C'est ça l'idée effectivement en fait. La rencontre de Paris, conjugaison d'efforts, sortir les legs, dégager effectivement une fiche technique et proposer ça aux autorités. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Alors, je sais que c'est passionnant. L'image de Mamadou Dia et pour qu'on puisse tirer profit enfin de son projet politique. Peut-être qu'un jour, il sera apporté au cinéma. Oui, il faut absolument qu'on raconte ce genre de narratif. Nous, on pense que c'est un leg qui est assez important. Et le cinéma, la culture de façon générale, c'est les mémoires de nos nations. Donc on doit raconter ces histoires-là pour nous, par exemple, qui n'avons pas vécu cette période et pour les générations futures. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir honorés de votre
présence ce matin. Merci messieurs de m'avoir accompagné ce matin. Alioune Badara Khan, Abdoul Aziz Ban. Alors Bakary, le taximan à suivre sur les antennes de la RTS dès juin, mi-juin, Inch'Allah, juste après la Tabaski. Je vous donne rendez-vous dès lundi avec Sarah Lui à Senghor pour un nouveau numéro de Tandama de Quinqueliba. Bon week-end à vous. En attendant, passez vraiment d'agréables moments